Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est un nouveau coup de massue. Le nombre de chômeurs a bondi de 25 000 en mai, 7e mois consécutif de hausse. La barre des 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, est franchie en France métropolitaine et toujours pas le moindre signe d'embellie sur le front de l'emploi. Le Premier ministre refuse tout fatalisme. Analyse et extrait à suivre. Et c'est dans ce contexte que François Hollande plaide une nouvelle fois pour une réorientation de la politique européenne. Le président français rejoue ainsi la bataille de la croissance qu'il avait engagée en 2012, sans obtenir de la part de ses partenaires les résultats escomptés. Mais les lignes semblent bouger ce soir au sommet européen qui se déroule en ce moment même. Enfin, les Bleus vers le grand 8, bien sûr, même s'ils se sont contentés d'un petit 0-0 hier, eh bien les joueurs de Didier Deschamps terminent les matchs de poule invaincus et en tête de leur groupe, en tête aussi dans les sondages. L'équipe de France à la cote, on en parle avec le sociologue Stéphane Beau, auteur du livre Affreux, riche et méchant, un autre regard sur les Bleus. C'est l'entretien du jeudi soir tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Pas d'accalmie et aucun répit. Le nombre de chômeurs a bondi de 25 000 en mai. C'est le 7e mois consécutif de hausse. La barre des 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, est franchie en France métropolitaine. Manuel Valls dit refuser tout fatalisme, mais pour le moment, les mois se suivent et malheureusement, ils se ressemblent. Les détails avec Maxime Thuillier. Les mois se suivent et se ressemblent. Après une hausse conséquente en avril, le chômage augmente de nouveau fortement en mai. Le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 0,7% selon le ministère du Travail, soit près de 24 800 nouveaux inscrits à Pôle emploi. Avec 3 388 000 personnes sans activité, le chômage est à son plus haut niveau depuis 1999. Et cette hausse n'épargne personne. Chez les moins de 25 ans, on compte 0,4% de chômeurs supplémentaires. Mais c'est surtout les seniors qui sont frappés. Le nombre de chômeurs de plus de 50 ans a augmenté de 0,8% le mois dernier. Le chômage augmente pour le 7e mois consécutif. François Hollande est donc loin d'inverser la courbe comme il le martèle depuis son arrivée à l'Élysée. Et c'est dans ce contexte que François Hollande plaide une nouvelle fois lors d'un sommet européen pour une réorientation de la politique européenne. Le président français rejoue ainsi la bataille de la croissance qu'il avait engagée en 2012 sans obtenir de la part de ses partenaires les résultats escomptés. Mais cette fois-ci, il compte sur l'Italien Matteo Renzi, un allié, pour tenter d'infléchir la politique actuelle. Et les lignes semblent bouger ce soir. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Poignée de main crispée entre David Cameron et Herman Van Rompuy. Le Premier ministre britannique vient d'essuyer un revers dans sa tentative de fermer la porte à Jean-Claude Juncker pour la présidence de la Commission européenne. Je suis opposé à la candidature de M. Juncker. Je pense que c'est la mauvaise approche pour l'Europe, je pense que c'est suivre un mauvais principe. L'intransigeance de David Cameron sur cette question le pénalise au sein de l'Union. Même ses alliés traditionnels comme la Suède ou les Pays-Bas ne l'ont pas suivi dans sa fronde anti-Juncker. Non, mais Monsieur Cameron, c'est les décisions de Monsieur Cameron. Et vous savez, moi, je travaille avec Monsieur Cameron, que je respecte. Depuis qu'ils ont quitté le groupe, j'ai été voir Monsieur Cameron 2 fois. C'est sa décision et je respecte sa décision. Monsieur Cameron s'élimine tout seul. David Cameron, même isolé, peut toujours poursuivre son bras de fer en demandant un vote sur le nom du futur président de la Commission. Un moyen de forcer tous les chefs d'État à afficher leur soutien à Jean-Claude Juncker, l'ancien président de l'Eurogroupe peu populaire dans l'opinion. Et notamment François Hollande qui monnaie son soutien aux Luxembourgeois contre un desserrement de l'étau budgétaire. Avec l'Italien Matteo Renzi, il s'allie pour porter une politique de relance de la consommation, une position en passe d'être soutenue par les dirigeants européens. Les conclusions du sommet devraient mettre en avant la nécessité d'un retour de la croissance, une inflexion majeure vis-à-vis de la politique de rigueur poursuivie actuellement.
Dans l'actualité aujourd'hui, la France condamnée pour non-reconnaissance des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé dans un arrêt qui fera jurisprudence que la gestation pour autrui, autrement dit la GPA, peut rester interdite sur son territoire, mais qu'elle ne peut pas refuser de reconnaître les enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Les détails avec Yael Goujon. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu le sourire, hein. Plus de 13 ans que le couple Menson mène cette bataille juridique. Et la cause de cette gaieté, c'est une condamnation formulée aujourd'hui par la Cour européenne des droits de l'homme, une grande première qui pourrait faire jurisprudence. Si la France peut interdire la gestation pour autrui sur son territoire, elle ne peut refuser de reconnaître les enfants nés de mères porteuses à l'étranger, selon cette décision. Je suis très très heureuse aujourd'hui parce que c'est quelque part comme si l'État français nous avait sans arrêt envoyé à la figure que vous n'êtes pas la mère, quoi. Vous n'êtes pas la mère de vos enfants et que vous n'êtes pas le père non plus en l'occurrence. Ça c'est le plus difficile, je dirais, plus que les tracasseries administratives, les papiers, etc. Les deux jumelles qu'ils ont eues en 2000, en Californie, étaient nées suite à une fécondation in vitro avec don d'ovocytes. Le couple est depuis devenu le symbole de la lutte pour la légalisation des mères porteuses. Aujourd'hui, il existe des enfants qui sont nés légalement dans un autre pays et qui ont des parents français. Ces enfants, c'est près de 2000 enfants qui existent aujourd'hui en France. Ils ont droit à un statut juridique. Ils ont droit, du fait de leur intérêt, à pouvoir reconnaître l'existence de leur père et de leur mère. Et c'est bien ce qu'a décidé la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui. Dans les prochaines semaines, la France peut contester la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Le président François Hollande s'inquiète de redonner corps à la manif pour tous. Alors que le gouvernement avait tenu le plus éloigné possible ce débat sur la GPA, la Cour européenne l'a peut-être relancé. La bataille de la réforme territoriale commence bien mal pour le gouvernement. Les sénateurs hostiles à la réforme ont obtenu une première victoire. Le retrait de l'ordre du jour du projet de loi qui devait être examiné à partir du 1er juillet dans l'hémicycle. Alliés de circonstance, les groupes UMP, communistes et radicaux ont obtenu une saisine du Conseil constitutionnel et sont bien décidés à faire échouer ou en tous les cas à ralentir cette réforme. L'exécutif qui subit là un revers dit vouloir à présent que le texte soit examiné cet été. Puis autre réforme encore, c'est la réforme pénale qui a été adoptée ce soir au Sénat. L'ensemble des sénateurs de gauche ont voté le texte présenté par Christiane Taubira, l'UMP, et les élus centristes s'y sont opposés. L'actualité ce soir, ce sont bien sûr ces mauvais chiffres du chômage. Analyse dans un instant, mais d'abord, on écoute sur ce sujet le Premier ministre Manuel Valls. Les chiffres du chômage sont mauvais. Et en même temps, il n'y a pas de fatalisme dans cette situation. Et l'heure est à l'action et c'est la responsabilité de tous. Et l'analyse du 22h, c'est avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonjour Sonia. Alors pas de fatalisme, dit Manuel Valls, mais pas d'embellie non plus, hein. Certainement pas d'embellie. Les chiffres sont mauvais, ils sont vraiment très mauvais, mais on ne va pas se focaliser sur le mois de mai, les 25 000 chômeurs de catégorie A supplémentaires. Si vous regardez la tendance, pendant les 6 derniers mois, le chômage a augmenté de l'ordre de 15 000 par mois. Donc 24 000, c'est évidemment un très mauvais chiffre. Mais si vous regardez les 6 mois précédents, le chômage a augmenté de 5 000 par mois. Donc, non seulement les chiffres sont mauvais, mais ils sont visiblement sur la tendance de plus en plus mauvais. Et pourtant, la conjoncture économique ne se dégrade pas. La situation ne s'améliore pas, la conjoncture là aussi est mauvaise, mais il n'y a pas une forte dégradation. On reste sur une croissance pratiquement nulle, 0,5%. Ce qui veut dire que tous les moyens techniques, les aléas, les palliatifs que le gouvernement a développés sont en train de s'user. Et d'ailleurs, ce qui le démontre, c'est que la seule victoire qu'avait obtenue le gouvernement en matière de chômage, c'est la baisse du chômage des jeunes. Or, depuis quelques mois, il se stabilise et là, on le voit augmenter. Donc on voit bien que le système ne fonctionne pas bien. Et comme la conjoncture ne va pas s'améliorer d'ici à la fin de l'année, on va avoir des chiffres de ce genre, peut-être un peu plus, peut-être un petit peu moins, mais des chiffres qui ne seront pas bons d'ici à la fin de l'année. Au 1er janvier 2015 commence une nouvelle période parce qu'on va baisser fortement les charges sociales sur les emplois, notamment les emplois peu payés. Et ça va apporter incontestablement une amélioration. Mais vous savez que le président de la République a dit « Je serai candidat à condition », ce n'est pas seulement un engagement, il a dit « Je serai candidat à condition que le chômage passe sous les 3 millions de chômeurs ». Or, pour que ça se passe comme ça, à partir du 1er janvier 2015, il faut que le chômage baisse de 15 000 par mois. C'est-à-dire qu'il faut qu'il baisse
au rythme où aujourd'hui il augmente. Sacré pari. En ce moment même, Jean-Louis, il y a un sommet européen qui se déroule. On se dirige, semble-t-il, selon le communiqué final, vers un assouplissement de la politique européenne. Est-ce que ça nous donne du répit? Alors je pense que ça nous donnera du répit et c'est vital pour M. Hollande. M. Hollande a deux objectifs. Il dit 3 millions de chômeurs en 2017 pour que je sois candidat. Et deuxièmement, 3% de déficit en 2015. Les deux sont contradictoires. Il ne peut pas faire les deux en même temps. Donc il a absolument besoin d'un assouplissement sur ces 3% et il va le chercher autour du Conseil européen. Et il a pour cela des alliés. Vous en avez parlé à l'instant. Samedi dernier, il a rassemblé tous les dirigeants sociaux-démocrates d'Europe pour dire « appuyez-moi dans cette affaire », et notamment M. Renzi, qui va devenir le président européen à partir du 1er juillet. Le problème, c'est Mme Merkel. Or, Mme Merkel a été très claire, et M. Schäuble aussi, son ministre des Finances, on ne touche pas un seul mot du traité. Rappelez-vous, François Hollande a essayé de le faire lorsqu'il était élu président de la République, et comme on est en Coupe du Monde de foot, il s'est fait ramener dans ses buts. Bon, donc, et là, il essaie une deuxième tentative. Et ce qui va se passer sans doute, c'est qu'on dira, oui, il faut garder les 3%, mais on tiendra compte des efforts de chacun pour y aboutir. Donc on mettra un petit peu les deux en parallèle, ce qui va donner du répit à M. Hollande. Mais il faut bien se rendre compte que tout ça mettra du temps, et le temps joue contre M. François Hollande. Foot, Jean-Louis. Est-ce que l'Italie et la France ont marqué alors un but ce soir face à l'Allemagne avec ce communiqué final? Ce soir, la France ne jouait pas et l'Italie est éliminée, ne jouait pas de toute façon. Donc pour ça, il y a aussi un répit. Il y a aussi un répit. Merci beaucoup Jean-Louis Gombaud pour votre analyse. La suite du 22h et justement, nous allons parler des Bleus qui se dirigent vers le grand 8. Même s'ils se sont contentés d'un petit 0-0 hier, eh bien les joueurs de Didier Deschamps terminent les matchs de poule invaincus et en tête de leur groupe et en tête aussi, eh bien dans les sondages, l'équipe de France a la cote pourvu que ça dure. Bien sûr, pourvu que ça dure. On en parle avec le sociologue Stéphane Beau, auteur du livre Affreux, riche et méchant, un autre regard sur les Bleus. C'est l'entretien du jeudi soir. Et c'est juste après le tour de l'info signé ce soir Sophie Normand-Couturier. La France ordonne l'extradition vers la Belgique de Mehdi Nemmouche. Il est soupçonné d'avoir tué 4 personnes il y a un mois au musée juif de Bruxelles. L'homme a aussitôt manifesté son intention de se pourvoir en cassation. L'argument qui avait été soulevé la dernière fois était qu'il demandait des garanties avant d'accepter d'être remis à la Belgique. Il estime peut-être n'avoir pas obtenu gain de cause sur ces sujets. Limiter le recours aux IRM, mieux dépister le cancer du sein, mais aussi diminuer la durée des séjours en maternité. L'assurance maladie détaille dans un rapport ses pistes pour maîtriser les dépenses. Ainsi, le séjour en maternité pourrait passer de 4 à 3 jours. Le service à domicile serait utilisé comme complément. Ultime vote à l'unanimité au Sénat. Le Parlement adopte la proposition de loi sur la vente des livres à distance, dite loi anti-Amazon. Elle interdit la gratuité des frais de port et les remises sur Internet. Objectif, empêcher les opérateurs en ligne comme le géant américain Amazon d'étouffer le réseau des libraires qui peinent à les concurrencer. La colère des avocats ne faiblit pas. Rassemblement, audience reportée. La profession était mobilisée aujourd'hui partout en France. Objet du mécontentement, la réforme du financement de l'aide juridictionnelle destinée aux justiciables les plus modestes. L'une des pistes évoquées consisterait à appliquer une taxe sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats, ce que refuse la profession. Il faudrait revoir tout le système. Déjà que le système de l'aide juridictionnelle ne soit plus fondé sur une indemnisation de l'avocat, puisque nous ne sommes pas aujourd'hui rémunérés mais simplement indemnisés. Indemnisés au bout parfois de 2, 3, 4 ans de procédure. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, devrait rencontrer demain les représentants de la profession. Sera adopté en après. Et l'invité du jeudi 22h, c'est le sociologue Stéphane Beau. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur de ce livre, je vais le montrer. Affreux, riche et méchant, point d'interrogation. Un autre regard sur les Bleus avec également Philippe Guimard. Alors, vous analysez, Stéphane Beau, l'évolution des Bleus. On va en parler de leur image, champion du monde 98, la génération 2010-2014. Mais parlons d'abord de la situation de l'équipe actuelle. Ils ont la cote aujourd'hui, les Bleus, collectivement et individuellement. Ce n'est pas une parenthèse, ça semble ancré en nous, dans l'opinion.
Ça semble ancré, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, c'est un grand revirement. Si on compare avec, par exemple, le premier match contre l'Ukraine, où la France avait perdu de manière piteuse, 2-0. On les avait voués aux gémonies. On avait parlé d'eux en disant cette équipe est vulgaire, c'est une sottise, c'est une équipe, voilà, c'est des bons à rien, si l'on peut dire. Et puis, revirement de situation soudain, quelques jours plus tard, quand l'équipe de France gagne de manière inespérée 3-0. Et depuis, comme le disait l'équipe juste après, l'équipe a fait un beau titre en disant il se passe un truc. Il se passe un truc à la fois sur le plan du terrain, parce qu'ils jouent bien, quoi. Hier, c'était moins bien, j'imagine, mais en tout cas, c'était bien. Ils marquent des buts, ils courent, etc. Et puis, effectivement, il y a eu aussi, je pense, du côté du staff, comme on dit, de l'équipe de France, tout un travail, on va dire, non pas éducatif, parce que ce sont des adultes, hein, quand même. Il faut parler de ces joueurs comme étant des adultes, mais il y a eu tout un travail sur l'image. Voilà, il y a eu cet événement que j'appelle un sociodrame, la grève de Naïsna, qui a beaucoup marqué les gens, qui a été l'objet d'une très forte réprobation publique. Et depuis cette grève de Naïsna, il y a eu un tas d'épisodes qui ont fait que ces joueurs de l'équipe de France ont été très largement stigmatisés. Bon, là, il y a un nouveau cours qui est à la fois sportif et social. Et c'est ça qui est intéressant, je crois, à analyser. Alors, on pose souvent la question, et je vous la pose, du reflet de notre société. Est-ce que quelle image reflète justement cette équipe? Quelle image nous renvoie-t-elle de nous-mêmes? Alors c'est le sociologue qui parle. Celle d'un collectif qui réussit malgré les difficultés, les fractures dont vous avez d'abord, parlé. il faut déjà savoir que le football est un sport populaire, qui majoritairement les joueurs qui jouent au football sont davantage des garçons. Il y a de plus en plus de filles, mais quand même majoritairement des garçons, qui viennent pour la plupart de milieux populaires, notamment qui ont grandi dans les quartiers HLM qu'on appelle les cités. Donc c'est pas entièrement le reflet, c'est le reflet déformé. C'est-à-dire qu'en fait, on le sait très bien, aujourd'hui, quand une famille veut faire du sport à son fils ou à sa fille, à son fils, c'est un sport qui reste de garçon, mais ça change. Voilà, ben le football, on va dire, bon, l'école de foot peut-être, 6 ans, 8 ans, mais s'amuse, et puis après, quand ça devient plus sérieux, quand on grandit un peu, vers 10-12 ans, ah ben ça serait bien qu'ils fassent de la natation, du basket, du handball, mais le football, ça reste justement peut-être trop connoté. Donc, malgré tout, le football reste un sport populaire, donc c'est un reflet, on va dire, déformé, c'est majoritairement. Et donc c'est intéressant parce que à travers l'équipe de France de football. Déformé par qui, j'allais dire? Est-ce que c'est par aussi les médias, les représentations médiatiques, justement, et la réalité de ce qu'ils sont Si j'ai fait ce livre avec Philippe Guimard, il suit un autre livre, c'est une version remaniée. Parce que le titre, il est un peu provocateur. Oui, bien sûr. Et un autre livre qu'on avait fait après la grève qui s'appelait Traître à la nation. C'est un livre-là, on le reprend de manière très différente, si l'on peut dire. Et donc dans ce livre, le premier, Traître à la nation, c'était de dire, mais finalement, pourquoi accuse-t-on ces joueurs de tous les défauts? D'une certaine manière, il fallait essayer de prendre conscience que cette grève ne venait pas de rien. Il fallait prendre au sérieux le fait qu'ils aient fait grève. Essayer de la comprendre avant de la juger. C'est très mal vu, très mal pris. À chaque fois que j'intervenais sur ce bouquin, on me disait, mais vous défendez les Bleus. Je dis non, je ne cherche pas à défendre les Bleus. Je dis comment un fait aussi improbable, aussi effectivement scandaleux pour beaucoup, ces joueurs millionnaires qui portent le maillot national, pourquoi donc ont-ils fait grève? Et pour essayer de comprendre pourquoi ils ont fait grève, il faut aller voir ce qui s'est passé pendant des années dans l'équipe de France, à la fois. C'est inscrit dans cette histoire, dans leur histoire. Voilà. Et puis dans une question essentielle, c'était la question aussi de l'encadrement. Bon là, le bouquin n'est pas assez développé à ce niveau-là, mais c'est très important de voir pendant un moment, il y a eu un flottement dans l'encadrement de cette équipe et que effectivement, cette grève a surgi à la fois dans ce moment-là. Alors il n'y a plus de flottement, enfin ça on l'espère évidemment, parce que pour réussir tout ça et ce parcours pour le moment qui se poursuit, il y a le rôle déterminant de Didier Deschamps. On a l'impression qu'on le découvre, mais finalement, c'est pas le cas. Quand j'ai revu, vous savez, le fameux documentaire qui a été consacré justement Les yeux dans les bleus, et on voit que Didier Deschamps, il est tombé très tôt dans la marmite de l'autorité. Il a cette approche psychologique, naturelle pour déceler ce qui va pas chez les joueurs. Alors, peut-être autorité naturelle, je dirais plutôt, justement, tout ça est lié à une histoire. Si on regarde de près, parce que je m'intéresse à la biographie des joueurs, Didier Deschamps, c'est un joueur qui très tôt, il entre en centre de formation très tôt à Nantes, vers 13 ans, je crois. Très tôt, il est capitaine, il a tout le temps été capitaine. Et ce qui est intéressant, justement, qu'est-ce que c'est qu'un capitaine dans une équipe de football ou une équipe collective? C'est quelqu'un qui fait le lien entre l'entraîneur, les joueurs, qui est un intermédiaire, qui comprend d'un côté, qui doit comprendre les demandes de l'entraîneur, qui doit savoir faire passer des consignes, voire parfois faire preuve d'autorité auprès des autres joueurs. Donc effectivement, on pourrait dire que le fait que Didier Deschamps a été très tôt un capitaine d'équipe, ensuite capitaine d'équipe de France, et qu'il est surtout, ce qui est très important par rapport aux joueurs, c'était la critique que certains ont fait par rapport à Domenech, c'était la question de ce qu'on appelle la légitimité sportive. Didier Deschamps a tout gagné. La Coupe d'Europe des champions avec Marseille, champion d'Europe, champion du monde, la Juventus. Et non seulement il a gagné comme joueur, mais il a, entre guillemets, gagné comme
entraîneur. On dit plus comme ça, on dit technicien, oui, entraîneur. De club, Monaco, il parvient à faire en sorte que Monaco arrive en finale de la Ligue des Champions en 2004. Donc il a cette assise, cette légitimité forte. Qui est très important parce que ça permet, voilà. Alors le terme d'autorité, il est un peu à double tranchant. On pourrait dire la figure traditionnelle de l'entraîneur qui met voilà, le poing sur la table, qui gueule. Non, une autorité plutôt naturelle. Voilà, qui est une autorité liée à son statut et à sa légitimité. Et puis le fait qu'ils connaissent le football, mais ils connaissent aussi peut-être les relations sociales. C'est compliqué de gérer des joueurs qui gagnent des milliers, des millions d'euros. Là, ils ont fait toute une saison en Ligue des Champions pour Benzema et bien d'autres. Ils arrivent, c'est la fin. Certains le disent, Ronaldo, il est cuit physiquement. Bon, de nouveau, il faut se remettre dans la peau avec un maillot national, jouer, etc. Donc, il faut gérer des individualités, des égos très forts, et c'est pas une tâche si facile. Alors Stéphano, le foot, ça se regarde et ça s'analyse aussi quand on vous écoute. C'est un fait social et politique, selon vous? Oui, c'est un fait social et politique parce qu'à travers le football, il y a effectivement un enjeu très important, c'est les nations. Hein, on pourrait dire que la Coupe du Monde, c'est un peu le mime du combat des nations, et à travers cette nation, comment on est représenté. Et donc moi, je pense qu'effectivement, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est le fait que cette équipe de France, par exemple, cette année, il y a, si on fait les statistiques, sur les 23 joueurs, il y a un tiers de joueurs qui sont d'origine africaine, dont les parents sont des immigrés subsahariens, qui sont souvent des gens qui ont été ouvriers spécialisés, voire éboueurs, qui ont travaillé, qui habitent en banlieue et dont les enfants ont réussi sportivement. C'est, à mon avis, assez important de montrer à toute la nation que ces enfants d'immigrés africains sont des Français comme nous, comme tout le monde, et qu'ils réussissent socialement. C'est pas sans importance, me semble-t-il, symboliquement. C'est aussi une façon, voilà, de tordre la réalité dans un autre sens, parce que très souvent, comme vous le savez, les faits divers vont plutôt mettre l'accent sur ces joueurs qui sont dits, ces jeunes qui sont dits inassimilables, inintégrables. Je trouve que non intégrables. Je pense que c'est quand même malgré tout ce que donne à voir l'équipe de France de foot, mais aussi l'équipe de handball, mais aussi toutes les équipes collectives, l'équipe de basket féminin. C'est le fait qu'effectivement... mais avec la puissance du football, voilà, qui est vraiment le sport populaire par excellence. Alors s'intéresser justement au foot, quand on est, comme vous, en France, chercheur en sciences sociales, est-ce que ça reste une anomalie? Parce que on va rappeler aux téléspectateurs que vous avez beaucoup travaillé, vous avez des travaux qui sont reconnus sur les classes populaires, sur le milieu ouvrier. Je veux dire, changer de braquet comme ça et aller sur les terrains de foot, qu'est-ce que ça doit faire bizarre, non? Bah, oui, pour ceux qui vous lisent, non, parce que oui, pour ceux qui oui, pour certains, je sais pas, mais bon, le football reste pour les intellectuels un objet quand même pas complètement légitime. Ça change un peu. Il y a, je pense, une rupture générationnelle. Pendant très longtemps, et dans le livre, on cite le comédien Denis Podalides, qui était élève d'Hippocagne, donc classe littéraire supérieure à Henri IV, qui avait une passion pour le football et qui racontait comment à Versailles, il devait cacher cette passion honteuse, ses frères ne devaient pas savoir. Bon, il est né en 61, dans les années 80, c'était pas bien porté, forcément, dans le milieu intello, de s'intéresser au football. Il y a eu la génération 98, je pense que c'est très important, les gens qui ont grandi, qui ont vécu cette victoire de l'intérieur, si l'on peut dire, sont beaucoup plus détendus par rapport à ça. Voilà, on peut s'intéresser au football et être un intellectuel, et c'est légitime. Mais de ma génération, même moi, quand j'ai fait ma thèse à Sochaux-Montbéliard, justement, il y avait plein de choses qui se passaient au niveau du football. Et bien, comme par hasard, j'ai un peu oublié le football. Je pense que je l'ai refoulé, parce que ça me paraissait pas totalement un objet digne d'étude. Il valait mieux... D'ailleurs, vous avez une anecdote, pardon, je crois que c'est un libraire qui connaissait votre parcours, vos travaux, et qui a été surpris quand vous lui avez demandé votre livre, justement, sur le football, qui était caché. Vous travaillez sur le foot, c'était à Paris. C'est une librairie parisienne très connue, du quartier latin, et c'est un libraire qui me reconnaît, qui me dit, moi je cherche ce bouquin Traître à la nation, et bon, il n'est pas sur les tables, il est caché au rayon sport, au fin fond du magasin. Cachez-moi ce livre. Voilà, il me dit, mais vous, maintenant, vous travaillez sur le football, il me fait avec une moue un peu dubitative et un peu critique en disant ce serait mieux que vous retourniez à vos travaux antérieurs qui sont quand même beaucoup plus sérieux. Je pense que tous ces travaux sont sérieux d'une certaine manière. Travailler sur le football aujourd'hui, c'est travailler aussi d'une certaine manière sur l'évolution des classes populaires et surtout de la manière, le regard qu'on porte sur eux. C'est en train de changer. Vous voyez, sur tous les plateaux de télévision, à la radio, on invite des sociologues, on invite des philosophes justement pour commenter cette Coupe du Monde. Parce Comment vous voyez ce phénomène? Alors là, il est partout, hein, dans tous les médias. Parce que bon, tout simplement, je pense que le mondial, c'est un événement planétaire. Et qu'aujourd'hui, du fait même justement de la force de frappe de la télévision, il est difficile de ne pas s'y intéresser. Et effectivement, il y a aussi même des romanciers qui s'intéressent à ça. Il y a eu un très bon livre de bande dessinée sur le football. Il y a aussi le fait qu'effectivement, il y a une sorte de, on peut dire, on se décomplexe un peu. On peut aimer le football,
on n'est pas accro. Moi, je ne regarde pas tous les matchs. Je ne dis pas que c'est formidable. Au contraire, je pense on doit critiquer le football tel qu'il est aujourd'hui, ces transferts énormes, ces salaires mirobolants. Bien sûr qu'il faut garder un œil critique sur le football. Il ne s'agit pas d'être comme ça, un passionné. Quand on fait un travail de sciences sociales sur le football, on essaie d'avoir la juste distance. C'est ça qui est le plus compliqué. Et vous la gardez. Mais quand vous regardez un match, il faut regarder les buts aussi. Vous n'analysez pas tout. Vous n'avez pas que le regard du chercheur. Voilà. Oui. Mais je suis peu supporter. J'aime bien le beau football. Je reste fidèle au miroir du football des années 70 pour le football offensif. J'aime les équipes qui jouent l'offensive et qui marquent des buts. Et je déteste les 0-0 sans saveur. Alors Stéphane Beau, je vais vous faire réagir comme tous les jeudis avec notre invité. Il y a une semaine d'actualité qui est croquée par notre dessinateur Hervé Baudry. Vous allez choisir un ou deux dessins qui vous ont marqué dans la semaine. Regardez. Voilà pour cette semaine d'actualité très riche, croquée par notre dessinateur. Vous avez fait votre choix, Stéphane Beau? Oui, la première, je trouve que effectivement sur la fin de vie, je pense que c'est quand même un débat extraordinairement important et intéressant, et c'est très bien que ce soit l'objet d'un très grand débat public avec cette prise de position du Conseil d'État, et bon, même s'il y a l'arrêt de la Cour européenne, mais je trouve que c'est quand même un très beau dessin, et je pense que c'est une question essentielle, et cette difficulté qu'aujourd'hui on a de dire la mort, la fin de vie, et toutes les énormes problèmes que ça pose à tout un chacun. Je trouve que c'est un thème essentiel. Évidemment, ça a marqué. Et puis je ne vais pas très faire foot. Le Pen, parce que j'estime que c'est très important. C'est très important. C'est quand même 25% de Front National aux élections européennes. Puisque le football, c'est exactement un exemple parfait pour montrer à tout le monde que ces enfants d'immigrés, ils sont parmi nous, nous sommes allés chercher leurs parents, ils jouent bien au football, ils sont dans notre société. Voilà, je trouve que c'est une anomalie historique et tout ça est très anachronique, à mon sens. Merci beaucoup, Stéphane Beau, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, Affreux, riche et méchant, un autre regard sur les Bleus. Il y a une suite qui est prévue avec un autre titre? Non, mais il y a le blog qu'on est en train de faire qui s'appelle Le foot, c'est pas sérieux. Le foot, c'est du sérieux. C'est du sérieux, oui. Beau lapsus. Le foot, c'est du sérieux, hébergé par nouvelobs.com, où il y a beaucoup de textes intéressants. Et peut-être que ce blog, s'il se développe, on arrivera peut-être à essayer d'en faire un livre collectif pour essayer de réfléchir à cet événement très important, intéressant. Le foot, on le regarde et on réfléchit également. Merci beaucoup Stéphane Beau d'avoir été notre invité. On arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est votre documentaire de Jérôme Rabier consacré ce soir au périple de la réforme des rythmes scolaires. Et puis un bravo particulier aussi aux équipes et à la rédaction de Public Sénat qui se sont vus décerner aujourd'hui le prix d'initiative européenne qui a récompensé la couverture médiatique de notre part sur les élections européennes. Voilà. Belle et douce nuit à vous. À lundi, avec plaisir, bien sûr.